Salut à tous les amis, c'est Jean-Mi. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre 3e épisode d'Au fil du sport. Une émission un peu spéciale aujourd'hui, car mon acolyte Val n'est pas avec moi. Mais nous allons tout de même être présents. Je serai présent pour vous parler de ce qui s'est passé cette semaine. Et je vais surtout vous parler de sport en général. Pourquoi le sport nous passionne-t-il tant ? Pourquoi même sa pratique au quotidien est essentielle pour beaucoup d'entre nous ? Je vous en parle en toute franchise, en toute liberté. Laissons parler nos émotions. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur la page JMV Réflexion, et à réagir en commentaire sur nos publications ou le hashtag AFS. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et vous dis à tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit ce fameux dicton ? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est un dicton qui fonctionne ce soir parce que je me retrouve seul face au micro, avec personne en face de moi à qui parler. Val est absent ce soir, il n'a pas pu être présent, mais on le salue, on lui fait une petite dédicace. Il sera bien entendu présent dans les futurs podcasts que nous mettrons en ligne. En tout cas, je suis très heureux d'être tout de même présent face à vous, pour vous, ce soir, aujourd'hui. Je tenais à être présent en fait je tenais finalement à vous présenter une émission un petit peu plus intimiste. Parce qu'on va parler de vous, on va parler de moi, et on va parler de sport en général. C'est important pour moi que vous puissiez comprendre pourquoi on est amené à faire ce genre de podcast, pourquoi on vous parle de sport, pourquoi ce sport en fait nous passionne, enfin pourquoi le sport en général nous passionne. C'est très important et ça va peut-être vous permettre de comprendre un petit peu mes connaissances et puis pourquoi je fais ça, pourquoi je veux vous transmettre tous ces messages. C'est assez important, pour moi en tout cas. Donc voilà, on est présent, on est là et puis on va démarrer. Et puis on va démarrer comme d'habitude. On va parler un petit peu de l'actualité sportive de la semaine. Et écoutez, il y a eu de belles choses cette semaine en tout cas. On va parler de juste 2 sports ce soir pour démarrer en douceur et notamment, toujours pareil, le Masters de Madrid au tennis. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Le Masters s'est terminé ce dimanche avec la victoire d'une personne que nous n'attendions pas, de Rublev, qui est tout de même dans le top 10 mondial, donc pour le souligner, important. C'est l'avant-dernier tournoi avant le tournoi de Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem le plus attendu en tout cas, en France, le tournoi sur terre battue, mon tournoi préféré évidemment. Mais voilà, victoire de Rublev face à Félix Auger-Aliassime, le Canadien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez impressionnant et je crois que c'est la première fois que ça arrive réellement. Le Canadien Auger-Aliassime a été en finale de ce tournoi. Donc pour aller en finale, il faut jouer 4 matchs si je ne me trompe pas. Il faut jouer les 16e de finale, 8e de finale, quart de finale et demi-finale. Donc avant la finale, il faut en jouer 4. Sur les 4 matchs qu'il a dû jouer avant la finale, 3 matchs ont été gagnés par abandon de l'adversaire, dont notamment un où il n'y a même pas eu de match. Le joueur a déclaré forfait avant le match. C'est assez incroyable quand même pour le signaler. C'est fou qu'un joueur aille en finale de cette façon, de cette manière. Alors attention, Auger-Aliassime n'est pas n'importe qui non plus. Il a très souvent été dans le top 10 mondial, il fait partie du top 15 en ce moment, donc ce n'est pas n'importe qui, c'est un très très bon joueur, et ce n'est pas de sa faute si les joueurs se blessent, mais c'est important de souligner, c'est une petite anecdote qui est quand même assez sympa, c'est quand même fou. Bon, malheureusement il a perdu en 3-7 dimanche soir, mais en tout cas voilà, c'était assez incroyable, en tout cas ça m'a bien amusé. Ce qui s'est passé, c'est que on a quelques certitudes, et beaucoup d'incertitudes. Incertitudes concernant Carlos Alcaraz, je vous en ai parlé un petit peu, l'Espagnol de 19 ans, qui commence à percer, qui a déjà été numéro 1 mondial, et qui est l'un des favoris également pour Roland-Garros. L'année dernière, il a perdu en demi-finale contre Djokovic, et cette année c'était l'un des favoris, et malheureusement, il n'a pas pu jouer certains tournois, le tournoi de Barcelone, parce qu'il était blessé. Il a quand même réussi à jouer un petit peu au tournoi de Madrid. Il a perdu en quart de finale, mais
Mais voilà, il est de nouveau blessé et malheureusement, il s'est retiré pour le prochain tournoi, le tournoi de Rome, qui est le tout dernier tournoi d'entraînement, on va dire d'exhibition, même si c'est pas une exhibition, c'est un très gros tournoi, le tournoi de Rome, mais disons de préparation pour Roland-Garros. Donc de nouveau blessé au bras, donc j'espère que c'est uniquement pour se reposer pour le tournoi de Roland-Garros, qui s'avère être très 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 difficile. Donc voilà, on va suivre tout ça. J'espère vraiment pour lui qu'il va être à 100% parce que c'est vraiment un très très bon joueur et c'est un joueur vraiment qui donne envie de regarder le tennis avec un jeu incroyable, vraiment à l'espagnol, tout ce que j'aime. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un joueur, l'un des favoris vraiment, l'Italien Yannick Sinner, numéro 2 mondial, qui en 2024 a eu qu'une seule défaite finalement au tournoi de Monte-Carlo, qui s'est blessé. Donc c'est un de ceux qui ont justement déclaré forfait contre le Canadien Aliassime. Donc voilà, il est blessé. Je ne sais pas s'il va être rétabli pour Roland-Garros. En tout cas, ce serait vraiment une très très mauvaise nouvelle pour le tournoi de ne pas avoir l'Italien. Parce que c'est vraiment un joueur un petit peu à l'ancienne qui a un jeu très très agréable à voir. Donc écoutez, on verra tout ça, on suit ça. Nadal malheureusement défaite encore contre un Tchèque 31e mondial pendant ce tournoi, mais il avance, il a gagné encore des tours supplémentaires et c'est bon pour la suite et c'est surtout très bon de le voir sur les terrains. Et puis cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu du foot et de la Ligue des Champions. Il y a eu les 2 demi-finales avec dès mardi, il y a eu Bayern Munich-Real Madrid avec un score de 2 buts partout, avec un doublé de Carlos Vinicius et pour le Real et des buts de Leroy Sané, de Harry Kane pour le Bayern. Harry Kane qui marque tout le temps, à tous les matchs, qui est l'un des favoris au Ballon d'Or, on peut le dire. Ça va dépendre également beaucoup de ce résultat final en Ligue des Champions et également de l'Euro qui se profile, mais voilà, c'est le capitaine de l'Angleterre. Et ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre est l'une des favorites pour l'Euro. Donc c'est important pour lui de bien figurer en Ligue des Champions et à l'Euro. En tout cas, c'est l'un des favoris avec Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or cette année. C'était vraiment un beau match à voir. Et 2 buts partout, vraiment équilibré. Chaque équipe a eu, on va dire, sa mi-temps, des dominations de l'un, de l'autre. Vraiment, c'était assez impressionnant. Leroy Sané, pour moi, a été le meilleur du match. Donc voilà, ça aurait pu être à l'avantage un petit peu, moi j'aurais dit avantage Bayern, sur ce match en tout cas. Ça promet un gros match au retour, à Bernabéu, à Madrid, mercredi. On va suivre ça attentivement. Mais voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu au match aller, je dirais petite pièce pour le Bayern, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à Bernabéu, le Real Madrid reste le Real Madrid. En Ligue des Champions, le Real Madrid reste le Real Madrid. En demi-finale, le Real Madrid reste le Real Madrid. Donc voilà, il n'y a pas de raison que le Real ne se qualifie pas pour la finale. Mais en tout cas, voilà, ça promet. Match nul de partout. Donc tout est à faire encore pour les 90 prochaines minutes et peut-être 120. On verra ça. Et mercredi, il y a eu aussi le match pour les Parisiens face à Dortmund. Écoutez, défaite 1-0 du PSG. Personne ne voyait le PSG perdre, mais bon, c'est une demi-finale. Dortmund est peut-être sur le papier moins forte que le PSG, mais c'est comme ça. Sur un match, le PSG a perdu. On est d'accord que le PSG a dominé le match, de manière générale en tout cas, mais c'est comme ça. Sur un match, tu peux perdre 1-0. Si on regarde bien, c'était assez équilibré, hein. Ça aurait pu finir sur un match nul. Vraiment, ça aurait été mérité. Quand on voit le XG du match, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le XG, c'est ce qu'on appelle le Expected Goals en anglais. C'est un petit peu une stat qui permet de savoir en fonction de la domination et des occasions créées dans le match, combien de buts aurait dû marquer chaque équipe dans le match. Dortmund aurait dû marquer 1,2 buts et le PSG aurait dû marquer 1,4 buts, voilà, statistiquement. Donc voilà, ça aurait pu se solder sur un match nul, notamment un but partout, quand on voit la double occasion que s'est créée Mbappé à un moment donné où il a touché le poteau et il me semble que c'est Dembélé qui touche le poteau juste après sur la même occasion. Donc ça aurait pu faire match nul, surtout qu'ils n'ont plus que ça à jouer parce que depuis le week-end dernier ils sont officiellement champions de France. Donc c'est très bien pour j'allais dire pour Nice
Pourquoi, me dites-vous? C'est parce que Nice joue contre le PSG le 15 mai à Nice. Je serai certainement au stade pour voir ce match. C'est un match important pour Nice parce que nous sommes pour le moment toujours pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Il nous reste 3 matchs et ce sont des matchs hyper importants parce qu'on a notre destin entre nos pieds, comme on peut dire. On a un dernier match contre Le Havre qui va se jouer vendredi prochain et ensuite mercredi d'après, mercredi qui suit contre le PSG. Le PSG qui va tout donner pour la Ligue des Champions et qui n'aura plus rien à jouer pour le championnat. Donc voilà, une équipe de Nice qui va tout donner, mais vraiment tout donner pour aller trouver et chercher sa qualification pour une Coupe d'Europe face à un PSG qui aura, elle, par contre, tout donné en Ligue des Champions juste avant. Ça, voilà, ça peut rééquilibrer un petit peu les niveaux et tout ça. Donc on espère en tout cas pour Nice et pour notre club une issue favorable et on parlera un petit peu de tout ça dans la suite de nos podcasts, dans notre émission. Donc suivez-nous et on parlera de cette fin de saison folle parce qu'il y a encore plein de choses, la relégation, la Coupe d'Europe avec vraiment plein d'équipes et notamment Brest qui nous fait, j'allais dire rêver, pas rêver, mais en tout cas qui permet d'illuminer un petit peu le championnat de France et de savoir que n'importe quelle équipe peut sur une saison faire de très très belles choses. Donc si je vous dis tout ça les amis, c'est parce que c'est important que vous compreniez que le sport a une place importante pour moi. J'ai toujours fait du sport. Toujours. J'ai fait du judo pendant 3 ans. J'ai fait du volley pendant 2 ans. J'ai fait du tennis pendant 17 ans. C'est pour ça que je vous parle vraiment de ma passion. J'ai fait du tennis pendant 17 ans. Et j'ai fait du foot pendant 10 ans. Et là, depuis cette année, j'ai décidé de changer, même à 33 ans. J'ai décidé de changer, d'essayer de découvrir d'autres choses. Et je me suis lancé dans le handball. Et j'adore ce sport, vraiment. Donc c'était pour vous dire que je m'ouvre à plusieurs sports. Je m'intéresse à énormément de sports. Voilà, mes passions sont vraiment le tennis et le foot. Et c'est pour ça que j'en ai fait aussi longtemps. Et surtout le tennis, quoi. Voilà, le tennis, c'est vraiment l'un des seuls sports où je me sentais à l'aise. Où je me sentais à l'aise et où je sentais que j'avais le niveau pour pouvoir en faire de la compétition, tu vois. C'était vraiment mon sport de prédilection. J'ai commencé le tennis, j'avais 7 ans. Et je pense que ce qui m'a permis de continuer et d'aller au bout et de faire vraiment le niveau et de la compétition et ce que le tennis m'a apporté, je vais peut-être vous rabâcher un petit peu tout ça, mais parce que c'est vraiment un exemple pour moi. Je pense que c'est grâce à Rafael Nadal. Je vais essayer d'en dire un peu plus. Mais grâce à Nadal, en fait, j'ai réussi et grâce au tennis en général et à tous mes coachs, j'ai réussi en fait à avoir des valeurs de respect, tu vois, des valeurs de respect, de fair play, même en compétition. Essayer d'être calme sur un terrain. Si je vous dis ça, c'est parce que Nadal est l'exemple type. Nadal, je vais vous en parler un petit peu plus longuement, mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est un joueur qui a aujourd'hui 37 ans, un joueur de tennis. Mais tenez-vous bien, il a 92 titres en simple. Simple, c'est-à-dire seul sur le terrain et pas en double. 92 titres à son actif, dont 22 titres du Grand Chelem. 22 titres du Grand Chelem, ce sont les tournois les plus importants de la planète. Il n'y en a que 4 chaque année. Et il en a 22, c'est le deuxième de l'histoire, devant Roger Federer et juste derrière Novak Djokovic. Il est également champion olympique. Champion olympique en simple et en double. Il a des titres de partout. Je vais essayer de vous les énumérer, mais écoutez bien. Il a 5 Coupes Davis. Pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe Davis, c'est comme une Coupe du monde de tennis. On joue pour sa sélection nationale. On est sélectionné, on a 3 ou 4 joueurs qui sont sélectionnés et ils rencontrent d'autres pays tout au long de l'année en huitième de finale, quart de finale, demi-finale et ça se joue sur plusieurs matchs. Et il y a 5 matchs en tout dans le week-end. Et la sélection nationale qui a gagné au moins 3 matchs est qualifiée pour le tour d'après. Donc on se retrouve face à la France, face à la Suisse de Roger Federer et de Stanislas Wawrinka, face à la Serbie de Novak Djokovic qui l'a gagné. Donc il faut savoir que Nadal a gagné 5 Coupes Davis en 2004, en 2008, en 2009, en 2011 et en 2019. Et c'est incroyable parce qu'il y a très peu de personnes qui ont gagné 5 Coupes Davis. Et de tête comme ça, je dirais qu'il y a finalement que lui. Ce qui est le plus impressionnant, c'est les grands chelems. Je vais vous parler des grands chelems. Il y a d'abord l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, donc comme son nom l'indique, ça se passe en Australie, à Melbourne, sur dur. Il a gagné en 2009
et en 2022. Ça vous donne un petit peu la longévité du gars. Il a gagné en 2009 et ensuite en 2022. Vous imaginez le laps de temps, mais ça veut dire qu'il est performant à chaque fois. Il y a l'US Open qui se passe également sur dur, ça se passe à New York. Il a gagné en 2010, 2013, 2017 et 2019. 4 victoires. 4 victoires, incroyable. Il y a Wimbledon. Wimbledon qui se passe à Londres sur gazon. L'un des plus beaux tournois à regarder, je pense, du monde de tennis avec Roland Garros. Vraiment, Wimbledon, c'est magnifique. Tout le monde est habillé en blanc, obligatoirement. Et un joueur comme Nadal, qui est à la base spécialiste uniquement, comme on dit, sur terre battue, eh ben, il a réussi à gagner 2 tournois du Grand Chelem à Wimbledon, en 2008 et en 2010. Et c'était pile au moment vraiment où Roger Federer était au sommet de sa carrière, où on disait que Roger Federer était le spécialiste sur gazon, que personne ne pouvait le battre. Et ben lui, il a battu Roger en finale de Roland Garros, de Roland Garros, que dis-je, de Wimbledon. C'est peut-être, je pense, et vous regarderez le résumé sur YouTube si vous voulez, cette finale Nadal-Federer à Wimbledon est peut-être la plus belle finale d'un tournoi de tennis que j'ai vu de ma vie. Ça s'est joué en 5 ou 6 heures de jeu, donc il faut s'accrocher, en 5 manches. C'était, je pense, le plus beau match que j'ai vu. Nadal a battu Federer sur son gazon, mais oui, sur son gazon. Chose que Federer n'a jamais réussi à faire à Roland Garros. Federer n'a jamais battu Nadal à Roland Garros. Federer a gagné qu'une seule fois à Roland Garros, en 2009, et c'était l'année où Nadal n'a pas pu aller aussi loin dans l'aventure parce qu'il était blessé, donc il a dû déclarer forfait sur un match, abandonné. Donc Federer n'a officiellement jamais battu Nadal, il a même surtout beaucoup perdu face à Nadal à Roland Garros. Et si je vous parle à la fin de Roland Garros, c'est parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nadal, Roland Garros, vainqueur en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. 14 titres à Roland Garros. C'est ahurissant, incroyable. Personne ne l'a fait, personne ne le refera, je vous le jure. Personne ne pourra faire ça. Le roi de la terre battue, le roi du tennis. Il a été énormément de fois numéro 1 mondial. Ce qui se passe, et peut-être que vous ne le savez pas, une particularité, je vais vous donner une petite particularité, parce que tout le reste, vous le savez peut-être. Ceux qui sont fans de sport et de tennis, vous savez tout ce que je vous ai dit. Mais Nadal joue avec un bras, il joue avec son bras gauche. Mais Nadal, en fait, n'est pas gaucher. Nadal est droitier. Nadal est droitier, vous regarderez à la fin de chaque match, vous voyez, on demande aux joueurs de signer la caméra pour justement un autographe ou un mot, quoi que ce soit. Il signe toujours de la main droite. Toujours. En fait, Nadal est droitier, mais son oncle, son entraîneur, Tony Nadal, l'a forcé en fait à jouer du bras gauche. Un jour, quand il était jeune, il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Ben, je vais être tennisman. »« Est-ce que tu veux être numéro 1 mondial ?» Il lui a dit « Évidemment. » Il lui dit « Donc, si tu veux être numéro 1 mondial, il faut que tu sois unique, il faut que tu sois à part. Il faut que tu sois au-dessus de la mêlée. Mais il faut aussi qu'il prenne du plaisir. » Il lui a dit « Donc, aujourd'hui, tu vas jouer du bras gauche et on va jouer que de la main gauche et tu vas apprendre à jouer au tennis de la main gauche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de gaucher sur le circuit mondial et très peu de personnes arrivent à jouer contre un gaucher. » Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et c'est assez incroyable. Et Nadal est aussi incroyable de respect, de valeur de respect, de fair play. Et il a gagné le prix Stefan Edberg, ce qui est un ancien joueur, hein, Stefan Edberg, mais il a gagné le prix Stefan Edberg, qui récompense le joueur le plus fair play et l'attitude la plus sportive sur les cours de tennis. Il a gagné ce titre 5 fois, en 2010, 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc c'est pour vous dire, et puis il dégage un charisme assez incroyable. Toujours, disons, respectueux avec les arbitres, avec les autres joueurs, avec les juges de touche, les ramasseurs de balles. Et puis en dehors, c'est un homme en or. Il a créé une école de tennis en Inde, dans une des régions les plus pauvres et les plus démunies, pour favoriser l'éducation et l'apprentissage du tennis. Donc voilà, pour pouvoir
apprendre le tennis et favoriser l'éducation dans des endroits où ils ne peuvent normalement pas y accéder. Et c'est incroyable. Il a même créé une académie sur son île où il vit, où il a grandi. Il a grandi sur les îles à Majorque, à Manacor précisément. Il a créé une académie là-bas, justement, pour former les meilleurs jeunes du pays. Et je doute pas une seconde que lorsqu'il sera retraité cette année, je le vois très bien devenir coach un jour et vraiment montrer tout son savoir à tout le monde. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu la biographie de ce joueur qui pour moi est d'une valeur vraiment incroyable et on suivra ça, sa fin de carrière tout au long de mes podcasts, mais vraiment c'est un joueur qui m'a donné envie de faire du sport de manière générale et du tennis. Et en plus du tennis, il y a le foot, il y a aussi le foot. J'adore le foot. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit le tennis ou le foot, j'ai eu envie de le faire seul. On m'a pas poussé. On m'a pas éduqué avec justement le sport. Je suis dans une famille où en fait personne à la maison ne regarde du sport. Alors oui, les parents, ils vont regarder la Coupe du Monde de foot, et puis ça s'arrête là. Et j'ai jamais eu mon père qui m'emmenait dans des stades de foot quand j'étais jeune ou quoi que ce soit. Il est pas très sport. Mais je me suis vraiment intéressé au sport en général et au foot. Et même encore en ce moment, je regarde des vidéos sur YouTube d'entraîneurs en fait, des tactiques d'entraîneurs professionnels pour essayer de comprendre leur raisonnement, comprendre leur système de jeu et comprendre comment on arrive à différencier en fait un bon entraîneur d'un mauvais en fait. Je me dis souvent, un entraîneur, à partir du moment où il a les meilleurs joueurs du monde, en fait, ça peut être n'importe qui, il a même pas besoin d'entraîner, les joueurs, ils savent jouer et puis ils gagnent tout. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et un exemple magnifique, c'est Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City. Si on regardait bien à chaque fois sa tactique, et tous les joueurs le disent, il a une tactique tellement différente qu'il gagne n'importe où il est allé. Donc j'adore regarder ça. Je vois vraiment le foot maintenant d'une manière différente où je regarde beaucoup la tactique, les schémas. Mais j'adore vraiment y jouer. Et c'est pour ça que lorsque j'avais 18 ans, j'ai créé avec un ami un club dont j'étais le président. Un club pendant une dizaine d'années, un club de foot à 7. C'était un peu le club du quartier qui au départ c'était pour pouvoir jouer vraiment entre amis le vendredi soir et puis avoir des matchs en fait, avoir des matchs, un peu de compétition et puis surtout de jouer vraiment entre collègues, vraiment entre collègues. On a démarré en 8e division d'une ligue amateur dans notre ville et au fur et à mesure on a commencé à prendre plaisir, à chercher des sponsors, à s'entraîner. Et puis moi j'ai adoré jouer pendant 10 ans vraiment tous les postes sur le terrain, mais j'ai surtout aimé diriger l'équipe chaque semaine. Parce que c'est vrai il fallait un leader, et c'est hyper important dans un sport collectif qui est un leader, même si c'est collectif. C'est un peu la voix, la personne qui va dire quoi faire, dire à quel moment il doit y avoir des remplacements. Parce qu'un joueur, quand tu es compétiteur, quand tu es sur un terrain, à moins d'être totalement carbo et cramé, tu vas pas sortir. Tu vas pas sortir, et puis il y a des moments où on a besoin d'un joueur plus qu'un autre. Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré fédérer toute l'équipe avec moi chaque semaine, faire des convocations, leur dire quoi faire, leur dire qui tire un penalty et qui fait les changements, quelle est la composition de départ en fonction peut-être des équipes que je connais au fur et à mesure. C'était vraiment un kiff monumental. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça a duré 10 ans. 10 ans de pur plaisir, où au final, ça devait être entre collègues, et j'ai fini par diriger finalement une 50aine de joueurs, rendez-vous compte. Donc ça s'est quand même assez agrandi. Et on a quand même réussi à terminer sur un titre de champion en 3e division. Et ça, ce sont des émotions énormes. Et c'est ça dont je voulais te parler, c'est les émotions que le sport te procure. C'est-à-dire qu'il y a le sport que tu pratiques, mais il y a aussi le sport que tu regardes dans un stade ou à la télé. Ça te donne des émotions de fou, vraiment de fou. Tu sais, je suis passionné de sport en général, moi. Je m'intéresse à tous les sports, vraiment tous les sports. Je peux regarder tous les sports aux Jeux Olympiques. S'il faut regarder du curling ou des fléchettes, je vais regarder des fléchettes, tu vois. Je suis vraiment un fou de sport, notamment le foot encore une fois.
Je suis abonné au stade. Je suis abonné au stade à Nice depuis que j'ai 15 ou 16 ans. C'est vraiment le moment détente, tu sais, entre copains. Entre copains, on va au stade et ça nous permet de décompresser et de vivre des émotions incroyables. Quand il y a un but, c'est très important pour moi de vivre ces émotions-là. Et si t'es passionné, tu le comprends. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas passionnés, qui comprennent pas qu'on puisse adorer, aller dans les stades et devenir fou pour ça, mais c'est vraiment ça. Moi, j'adore aller voir des matchs dans des stades différents, dans des villes où je voyage, tu vois. En France, j'ai fait pas mal de stades. Je suis allé à Paris au Parc des Princes, à Marseille au stade Vélodrome, à Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard, même à Toulouse, au Stadium de Toulouse. Et puis en Europe aussi. En Europe, je suis allé 2 fois à Amsterdam voir l'Ajax Amsterdam. Je suis allé plusieurs fois au Camp Nou voir le FC Barcelone. Je suis allé à Glasgow voir les Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers, ambiance incroyable, anglophone. Le premier match de la saison en première division pour leur remonter en première division parce que pendant des années, ils ont été relégués à cause de problèmes financiers. Je suis allé au Stade de France voir des matchs de l'équipe de France de foot, voir des matchs de coupe, de finale de coupe de l'OGC Nice, voir des matchs de rugby au Stade de France. Je suis même allé voir des matchs de tennis au tournoi de Monte-Carlo, justement voir mon idole Nadal, je l'ai vu plusieurs fois et je suis très fier de ça. Et puis voilà, il y a des moments un peu hors du temps qui te procurent des émotions énormes. Des émotions que tu t'attendais pas. Ça peut être... c'était peut-être un rêve aussi, et c'est ça qui est important. Vivre ses rêves. Je suis allé à Liverpool. À Liverpool, je l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts. Je suis allé à Liverpool voir un match. Et ceux qui sont fans de foot peuvent le comprendre. Mais Liverpool, c'est l'une des meilleures équipes anglaises et d'Europe. Et ils ont des supporters incroyables. Ils ont un hymne incroyable. Ils ont un stade incroyable, une atmosphère de fou. Ils ont un hymne qui s'appelle You'll Never Walk Alone, qui veut dire que tu ne marcheras jamais seul. Les supporters le chantent à l'entrée des joueurs, tout le temps, en chœur. Je pense que c'est un moment dans un stade qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Vraiment le plus d'émotions. Parce que, tu sais, le sport, ça nous aide à aller mieux. Ça nous rassemble aussi. Ça nous rassemble. Et ça nous permet d'être en paix. Et je pense que ce moment-là, ça m'a permis d'être en paix avec moi-même parce que j'ai réalisé un de mes rêves. De vivre cet instant, en fait, avec mon meilleur ami, avec qui on partage justement cette passion pour Liverpool et pour Anfield, le stade Anfield de Liverpool. Je lui avais offert ça pour ses 30 ans. Je pense que il a dû kiffer autant que moi. J'avoue que je lui ai offert ça parce que c'était son rêve, mais parce que c'était aussi mon rêve, et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour y aller avec, avec mon meilleur pote, quoi. Avec mon meilleur pote et vivre, tu vois. Et c'est pour ça que je dis ça rassemble, c'est que c'est un partage. C'est aussi un partage et c'est hyper important. Cette sensation quand ton équipe gagne, quand tu vois un hymne comme ça peut faire pleurer, les amis. Moi, j'en ai pleuré. J'en avais les larmes aux yeux de voir ce stade se lever tout en rouge et chanter cette chanson. Je peux pleurer, en fait, quand je suis dans un stade et que j'entends la Marseillaise chantée par tout un stade, par 50 000, 60 000, 80 000 personnes comme au Stade de France. Je peux pleurer vraiment, véritablement. Je peux pleurer aussi quand l'équipe de France perd en finale de l'Euro 2016, qui s'est déroulée aussi en France. Défaite face au Portugal. C'était dur ce moment. C'était très très dur. Et oui, j'en ai pleuré. Mais j'ai aussi pleuré de joie. J'ai aussi pleuré de joie quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 2018. En 98, j'étais né, mais j'avais 7 ans, donc c'était compliqué. Je m'en souviens pas réellement, même si j'ai quelques images. Mais cette Coupe du Monde 2018, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. Est-ce que vous connaissez d'autres choses des émotions qui peuvent justement nous faire ressortir ça, tu vois? De la joie, de la tristesse, même de la colère. Quand ton équipe ne gagne pas et fait n'importe quoi, tu es en colère. Donc ça peut être un peu à l'extrême, mais c'est hyper important. Donc voilà, franchement, qu'on fasse du sport ou qu'on le regarde par passion, c'est vraiment l'une des seules choses qui fait du bien au corps et à la tête. C'est hyper important. Il faut se dire que il faut le voir en fait pour le croire. Tu peux pratiquer du sport et ça te procure des émotions, tu vois, de liberté, des sensations folles. Il y en a qui préfèrent aller se promener en bord de mer, aller voir la nature. Il y en a qui préfèrent aller au cinéma et il y en a qui sont passionnés par d'autres choses et notamment le sport et ça procure des émotions et une sensation incroyable. Donc le sport ne se limite pas à une simple activité physique.
C'est l'expression de notre passion, de notre dévouement et de notre engagement envers nous-mêmes. C'est le dépassement de soi. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers ce podcast, en fait, j'essaie de te transmettre mes passions et les bienfaits que le sport peut apporter à notre vie. Tu vois, que ce soit sur le plan physique et sur le plan mental, à travers toutes les émotions que ça procure. Ça libère des endorphines, ça libère de la dopamine, ça libère tellement de choses. Moi, quand je fais du sport, quand je vais à la salle de sport et que je me lance un objectif, et que le soir, je rentre chez moi et que j'ai rempli l'objectif, déjà j'ai un sentiment de fierté, j'ai un sentiment de dépassement de soi, parce que tu vas ressortir avec des courbatures, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Tu vas à la douche, qu'est-ce que ça fait du bien. Cette sensation de dépassement de soi, d'avoir vraiment tout donné pendant une session, de sortir de la douche, je la recommande à tout le monde. C'est dur, parce qu'au départ, on n'a peut-être pas forcément la motivation, même si on aime le faire, mais il faut vraiment faire ça. Au-delà de ça, l'important, et c'est le message que je veux faire passer ce soir, en tout cas pour terminer, c'est de faire ce que l'on aime, les amis. Faites ce que vous aimez. Que vous fassiez du foot, du tennis, allez, je vais même rigoler, parce que si vous avez écouté nos précédents podcasts, vous saurez. Même si vous faites du paddle, n'hésitez pas à faire du paddle. Si vous faites de la course à pied, de la danse, du yoga, le sport nous permet de nous connecter à nous-mêmes et aux autres. Ça rassemble et ça nous fait du bien. En gros, trouve ta passion. Trouve ce qui te motive. Peu importe ce que c'est. Que ce soit sur un terrain, sur une piste, sur un tatami, dans une salle de sport, allez, pourquoi pas même devant ta télé pour regarder ça. Rappelle-toi de l'importance de faire ce que tu aimes. Si t'as 13 ans par exemple, et que tu m'écoutes, ne fais pas un sport pour faire plaisir à tes parents. Hein. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Dis-leur que tu n'aimes pas faire ça. Et dis-leur ce que tu aimes faire. T'aimes pas le sport? Tu trouveras une autre passion. T'aimes faire un sport en particulier? Dis-leur. Le but, c'est que tu prennes du plaisir et que ça te procure des émotions positives et pas négatives. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais vous faire découvrir ce soir. Comme je vous ai dit, c'était une émission un petit peu particulière. Ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Moi, ça m'a fait plaisir de me livrer un petit peu à vous en toute intimité, en toute franchise. C'est hyper important pour moi. De toute façon, on se retrouvera la semaine prochaine avec Val cette fois-ci. On parlera encore de sport. Encore de sport. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on aimerait mettre en place avec Val. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et n'oubliez pas que de toute façon, c'est là que réside le véritable pouvoir du sport dans nos vies. Ciao.